Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait quelques temps qu'on n'a pas fait d'analyse foot et je suis très content de remettre le couvert. Avant d'entamer le principal sujet de cette vidéo, un petit mot sur mon décor derrière. Je me suis dit que 2025, il était peut-être temps d'avoir de bonnes résolutions et de commencer à habiller un petit peu nos vidéos. Deuxième point en intro, pour vous remercier grandement pour notre dernière vidéo avec Étienne Daguinos, le nouveau recordman d'Europe du 10 km. Une vidéo qui a totalement explosé, plus de 9000 vues pour notre petit compte pour l'instant, c'est totalement fou. C'était vraiment un petit kiff déjà à tourner cette vidéo parce qu'Etienne c'est vraiment un gars super. Et de voir que ça vous a autant plu, on en est très content et ça nous motive énormément à continuer. Donc vraiment, merci beaucoup. Notre dernière vidéo foot, si on met de côté cette draft de Noël avec un thème vraiment loufoque, n'hésitez pas à aller voir la vidéo parce qu'on était plutôt en forme. La dernière vraie vidéo foot en tout cas, c'était sur Manchester City. Est-ce qu'il fallait s'inquiéter ou pas vu le mois de décembre? Je pense que oui, même si voilà, le club a gagné ce week-end face à West Ham. Je ne suis pas pleinement convaincu de ce match, mais écoutez, je pense qu'il fallait plutôt s'inquiéter. Pareil sur Amorim. Il y aura aussi de quoi dire, je pense, d'ici quelques semaines, quelques mois. Mais c'est pas le sujet, puisqu'aujourd'hui on parle de Tottenham, un club qui a aussi pas mal de problèmes. Je vous ai posé la question il y a quelques jours sur Twitter, savoir un peu quels étaient les points forts, points faibles à relever, les besoins, etc. Avant tout, un gros cœur à la communauté Tottenham qui nous suit sur Twitter. Toujours un plaisir d'échanger avec vous. Là, je fais défiler vos réponses sous vos yeux. Vraiment un gros kiff de lire tous vos paragraphes. Là, vous vous êtes bien défoulés, il y avait de quoi dire. Et même si, bon, ne vous inquiétez pas, je sais de quoi je parle, j'ai préparé la vidéo, je regarde vos matchs, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est toujours cool de pouvoir lire en tout cas des avis de vrais supporters. Ça m'a aidé à préparer la vidéo. Et même personnellement, je trouve que c'est plutôt des échanges toujours très agréables. Donc encore une fois, merci. On peut enchaîner avec, avant d'entamer du coup les points que j'ai voulu relever, le classement de Première Ligue simplement, qui je trouve est plutôt parlant quand on parle de Tottenham, parce qu'ils sont 12e. 12e pour un club qui a fini 5e l'an dernier, qui a lutté quasi toute la saison pour le top 4. C'est assez effarant. On est à 10 points de City qui est 6e. On est à 12 points de Chelsea qui est 4e. C'est vraiment complexe d'un point de vue comptable. On est quasiment au même niveau que Manchester United et on sait comment ils ont pataugé en début de saison, même qui patauge encore d'ailleurs. Grosse force à Ruben Amorim. Mais ouais, franchement, Tottenham derrière Brentford, derrière Fulham, derrière Villa, Bournemouth, même Brighton. Normalement, Tottenham doit être devant cette équipe-là. Bon, à exception de Forest, qui est la grosse surprise de cette année. Mais voilà, Tottenham doit être devant ces équipes-là et en se retrouvant 12e, autant larguer en ayant la deuxième meilleure attaque de Première Ligue, 42 buts marqués avec 30 encaissés derrière. Enfin, c'est un contraste de stats totalement fou et qui ne serait-ce que là, si on prend vraiment ces deux stats-là, je trouve que ça explique déjà pas mal de choses et que ça montre qu'il y a quand même pas mal de problèmes. Et en étant 12e, c'est encore pire. Bref, on entame. Tour d'effectif, comme d'habitude. Voilà, on va voir un petit peu. On va détailler poste par poste un peu ce qu'est l'effectif de Tottenham en tout cas, et voir si déjà on peut essayer d'illustrer quelques propos. Comme vous pouvez le voir, blessure. C'est le point suivant, mais vous avez compris. Au poste de gardien, Vicario, du coup, s'est pété la cheville. Grosse force à lui. Je ne sais pas trop s'il va revenir cette saison, mais la blessure est quand même assez costaud. On a eu Forster pendant quelques temps pour dépanner. Au début, c'était pas trop mal. Après, ça a été très complexe. Brandon Austin a joué ce week-end. J'ai plutôt bien aimé son match face à Newcastle, même s'il prend deux buts. Il a plutôt fait un bon taf derrière. Mais, on a une recrue, Antonin Kinski, qui arrive du Slavia Prague pour, j'ai plus le montant, 16,5 millions d'euros. Très curieux de voir un gardien de 21 ans arriver de République tchèque. J'espère que la marche sera pas trop haute pour lui. Mais voilà, ça peut être un très beau challenge d'assurer les arrières de Tottenham pendant la convalescence de Vicario. Une valeur marchande de 12 millions d'euros, je suis plutôt curieux. De nom, je le connaissais, mais j'ai pas m'inventé une vie, je regardais pas le Slavia Prague au quotidien. Donc je demande qu'à être agréablement surpris. Au niveau de la défense, là aussi pas mal de choses à dire, parce que je trouve que c'est vraiment le secteur de Tottenham où il manque le plus de rotation, il manque, en termes numériques, il manque le plus de monde.
Déjà au niveau de la défense centrale, on voit qu'il n'y a que Dragusin qui n'est pas blessé. C'est terrible. C'est terrible, on a pas mal d'accommodations. Il y a Spence, il me semble, qui a joué central sur la deuxième période face à Newcastle. Archie Gray, qui est de base milieu, même s'il est capable de jouer un peu partout, qui à 18 ans là, se retrouve défenseur central. Enfin, voilà, il y a beaucoup trop d'accommodations à ce niveau-là. Et c'est plus trop possible. Alors oui, elle perd Romero Van de Ven, qui est ultra intéressante, des excellents joueurs. Mais il faut du monde derrière parce que Dragusin, j'ai l'impression que la marche Première Ligue est vraiment trop haute pour lui. J'avais plutôt pas mal d'espoir quand il est arrivé du Genoa. Malheureusement, j'ai l'impression que ça c'est trop complexe. Alors peut-être que le rôle de défenseur central sous Postecoglou, ça lui convient pas, c'est possible. Peut-être que c'est plus un joueur de défense à 3. Malheureusement, je pense que le coach ne va pas changer de système. Et peut-être que son avenir s'écrit ailleurs et qu'il faut recruter un troisième défenseur central et peut-être évidemment un quatrième, un cinquième. Moi, il y a au moins de recrues dans ce secteur-là, mais possiblement Dragusin, son avenir s'écrit ailleurs. Pareil au niveau des latéraux, on a Udogi Poro qui est une super paire de latéraux. Malheureusement, le système de Postecoglou est ultra énergivore pour eux. On en parlera un petit peu après. Mais trop de blessures à ce niveau-là. Udogi blessé actuellement. Reguilon derrière en totale perte de vitesse depuis quelques temps, qui a enchaîné les prêts, là qui est revenu dans l'équipe, mais je pense que beaucoup ne savaient même plus qu'il était sous contrat avec Tottenham. Mais ouais, joueur en perte de vitesse. Du côté droit, on a Archigray qui peut jouer à ce poste-là. Il y a Spence qui est revenu de prêt, qui avait lui pas mal enchaîné les prêts également. Joueur plutôt intéressant. Je crois qu'il a fait son premier match en PL il y a un ou deux mois sous les couleurs de Tottenham alors qu'il a été acheté il y a plus de 2 ans maintenant, il me semble. Je crois qu'il venait de Championship, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, qui a enfin de la continuité sous le maillot de Tottenham, il était temps. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Mais derrière, il faut au moins là aussi un ou deux joueurs en plus parce que c'est pas possible d'avoir un Archigray qui est un super joueur, mais qui doit pour moi jouer au milieu de terrain. Pareil, Reguilon, faut partir, monsieur. Même si voilà, il peut avoir des beaux jours encore sous un autre maillot, mais je pense pas sous le maillot de Tottenham. Voilà, il faut des recrues dans cette défense, on en parlera après. Au milieu, pareil, c'est vraiment les mêmes conclusions un petit peu partout de toute façon. On a Bissouma qui ne voit pas le jour en début de saison. Betancourt, toujours assez fragile malheureusement, même si c'est un très bon joueur je trouve. La révélation Pape Matar Sarr de l'an dernier, joueur que j'adore, mais malheureusement il ne peut pas tout faire au milieu. Bergval, j'ai beaucoup aimé son match face à Newcastle ce week-end, mais je trouve que c'est plus un profil 8-10 que 6-8 ou pur 8. Peut-être que je me trompe, en tout cas c'est mon avis pour l'instant, mais je l'ai trouvé vraiment intéressant dans la créativité, dans le jeu. Il m'a plutôt bien plu, donc ça c'est un très très bon point pour l'avenir en tout cas. Ça, lui aussi pareil, il a seulement 18 ans. Je dis pas non également à le voir avec Archigray au milieu d'ici quelques temps. Par exemple, un milieu Pape Matar Sarr, Archigray, Bergval, je pense que je signe tous les jours. Ça peut être vraiment un combo plutôt sympa. Mais pareil, pour moi au milieu, il faut également une recrue. Je ne sais pas si une vente de Bissouma, par exemple, ça peut être adéquat pour l'instant, mais écoutez, affaire à suivre. Plus haut sur le terrain, mon chouchou James Maddison, vous le savez, joueur que j'adore depuis des années. Pas forcément très très objectif sur le joueur parce que vraiment je l'aime beaucoup. Mais bon, ça reste, il me semble que c'est le meilleur buteur du club en première ligue, malgré tout. Donc même si lui aussi est fragile, ça reste quand même un excellent bowler, un numéro 10 à l'ancienne. J'aime beaucoup son profil. Kulusevski, c'était très compliqué pour lui la saison dernière. Là, il s'est vraiment très très bien rattrapé. Sans doute le meilleur joueur de Tottenham en début de saison avec Dominique Solanke. Mais Kulusevski, ouais, vraiment dans un rôle plus axial, limite numéro 10, il se plaît plutôt bien, donc content de voir qu'il va mieux et très curieux de voir la suite. Mais ça va poser un problème, et ça pose déjà un problème, puisqu'au niveau des ailiers à Tottenham, on est assez déçu, je trouve. Hugminson, le capitaine, qui a été prolongé ce matin, qui a été prolongé ce matin juste avant la vidéo. Ça a été un joueur très très longtemps sous-coté, ça c'est clair et net, vraiment, ça a été un top joueur. Malheureusement, là, ça commence à être en perte de vitesse côté Hugminson. Sa prolongation, j'en parlerai juste après, je donnerai mon avis dessus. Mais est-ce que c'est encore un titulaire indiscutable?
je trouve qu'il a de moins en moins ce rôle-là et ça peut être intéressant d'aller chercher un ailier qui peut le remplacer à terme. Donc voilà, c'est mon avis, mais bon. Timo Werner, là pour moi c'est un pur joueur de rotation. Il est en prêt, il me semble encore, c'est ça. Il est encore en prêt depuis Leipzig, donc bon. Au moins il n'y aura pas de souci là à la fin de la saison. Ça sera un joueur de rotation, pas plus. Moore est monté de l'équipe B, je sais que c'est un chouchou de Ben Hotspur sur Twitter. Mais on a très très peu vu de lui, je ne sais pas trop quelle confiance Postecoglou lui accorde. Donc on verra ça par la suite. Brennan Johnson, c'est un cas compliqué, je trouve. Brennan Johnson, joueur capable de stater très très fort. Il a une belle cote à 50 millions d'euros. Mais je trouve que c'est peut-être plus un attaquant intérieur qu'un ailier dans ce système de 4-2-3-1 là. Peut-être que je me trompe, mais je trouve en tout cas, dans ce qu'il démontre, c'est peut-être plus un attaquant intérieur. Du coup, pas forcément adapté dans ce système, pas forcément un neuf, pas forcément un pur ailier. Je sais pas trop. Après, ça reste encore un jeune joueur, à 23 ans. Je pense qu'il y a encore de la marge de progression. Mais est-ce que je vois vraiment de la continuité? Pas trop pour l'instant, même si, encore une fois, il a les stats. Donc bon, ça reste à mettre en son crédit malgré tout. À côté d'un Wilson Odobert qui avait vraiment bien démarré, je trouve, qui arrivait depuis Burnley, qui était descendu. Le jeune Français qui s'est malheureusement blessé. Mais voilà, là, on a vraiment un profil de pur ailier. Donc bon, c'est dommage sa blessure, je trouve ça assez dommage. Le jeune Yang, pas vu pour l'instant. Et voilà, ça c'est à peu près le tour pour les ailiers. On a toujours Richarlison aussi qui peut jouer sur les côtés, mais que je trouve bien plus intéressant dans l'axe. Pareil, qui est un joueur de rotation, capable d'être titulaire par moment, capable de belles fulgurances. On se rappelle de son beau ciseau avec l'équipe du Brésil à la Coupe du Monde. Mais voilà, et bien sûr la réussite Solanke, là j'en parlais quand je parlais de Kulusevski. Euh, Peut-être la meilleure recrue, une des meilleures recrues en tout cas de l'été dernier, qui est arrivée de 65 millions depuis Bournemouth. Il fallait un neuf, je pense qu'il remplit pleinement ce rôle-là. J'avais peut-être misé sur Gyökeres dans mon mercato idéal. Mais écoutez, je comprends le fait de ne pas avoir mis 100 millions d'euros l'été dernier. Et je trouve que Solanke, c'est un joueur assez intéressant et qui se plaît plutôt bien dans cette équipe-là. Donc, au moins content de cette réussite-là. Il y a aussi le jeune Lankshire qui est monté des B là cette année. Donc, ce sera une affaire à suivre. Voilà pour le tour de l'effectif. Pas mal de choses dites déjà malgré tout. On est sur une équipe qui joue 4-3-3 slash 4-2-3-1. C'est bon, c'est un peu le même schéma, c'est surtout au milieu que la différence se fait entre le positionnement des trois milieux. Mais voilà, c'est quand même plutôt un 4-2-3-1 dans l'idée. Et on voit bien là sur tous les matchs de PL que ça ne change absolument pas. Pareil, on est en Ligue Europa, si on va jeter un petit œil, voilà, c'est vraiment le même schéma. Pareil en coop. D'ailleurs, il y a le match demain soir face à Liverpool. Ça sera en phase aller-retour. Je ne sais pas s'il faut avoir peur ou pas, mais bon, écoutez, on verra. Liverpool qui sort d'un match nul face à Manchester United. On verra ce que ça donne. Trop de blessures. Deuxième point, ça va aller assez vite parce que j'en ai déjà pas mal parlé. Le point clairement ultra visible quand on regarde l'historique des blessures, c'est les blessures aux ischio-jambiers. Petit point médical, si jamais vous ne savez pas où se situent les ischio-jambiers, ils sont derrière votre cuisse. C'est un muscle ultra sollicité quand on court, notamment sur les courses à haute intensité, sur les courses de sprint. Un muscle très fragile chez les athlètes, mais aussi du coup chez les footballeurs. Ça vient d'une surcharge de travail et quand on voit le système énergivore de Postecoglou, c'est tout à fait compréhensible. Et il vaut mieux éviter de trop fragiliser ce muscle-là parce qu'à la longue, vous allez avoir de gros problèmes. Et quand je vois encore une fois des Romero, des Van de Ven qui sont toujours blessés à cet endroit-là, même Udogi, je commence à avoir assez peur, surtout vu leur jeune âge. Donc bon, je vais pas trop me répéter, j'en ai déjà pas mal parlé, mais j'ai quelques doutes à ce niveau-là. Un investissement pas au niveau. On va quitter un petit peu les terrains, on va parler un petit peu du board et plus précisément d'une personne qui s'appelle Daniel Levy, que j'ai illustré par cette belle image, le partenariat Tottenham avec Squid Game. Alors c'est très bien de faire des belles campagnes publicitaires, d'avoir des beaux partenariats. Maintenant, ça serait bien de bien investir dans son club et de mettre les moyens adéquats pour réussir parce que le sportif devient de plus en plus compliqué. Et j'ai trouvé cet article de Eurosport assez intéressant puisqu'il met en lumière les déclats de Cristiano Romero qui dit cette phrase que je trouve ultra pertinente. Ces dernières années, ça a toujours été la même chose. D'abord les joueurs mis en cause, puis on change de coach et c'est toujours le même responsable, etc., etc. Et généralement, quand on est dans un cercle aussi vicieux, c'est jamais bon signe.
Euh, Si on peut enchaîner sur Lévy, il y a la rumeur Kolo Muani que je comprends pas trop, sachant qu'on a déjà un numéro 9 avec Solanke. On a déjà des joueurs qui peuvent jouer et dans l'axe et sur le côté, que ce soit Brennan Johnson, que ce soit Son, que ce soit Richarlison. Je comprends pas trop cette idée. Alors je sais pas trop ce que ça vaut, hein, c'est vraiment que des rumeurs. Mais cette idée d'aller sur Kolo Muani, sauf si Postecoglou veut changer de système, mais ça m'étonnerait beaucoup. Mais ouais, aller investir entre 50 et 60 millions pour Randal Kolo Muani alors qu'il y a des besoins criants ailleurs dans l'effectif, je ne comprends absolument pas. J'ai vu, il y a des rumeurs autour de Richard Rios, pareil, le Colombien, le milieu qui joue au Brésil, qui avait fait une super Copa. Ça aussi, c'est des rumeurs, mais je trouve ça beaucoup plus cohérent que Kolo Muani. Donc écoutez, affaire à suivre. Si on regarde déjà un petit peu le mercato dernier, il y avait eu du coup cette réussite Solanke, là je viens juste d'en parler. Archie Gray, pareil, très très pertinent, mais 18 ans, beaucoup de jeunes recrutés. Mais je vois pas trop de défenseurs là-dedans en fait. Et c'était peut-être la priorité du dernier mercato. On en avait déjà parlé sur les threads qu'on avait pu faire sur Tottenham à l'époque. Mais c'est un mercato qui m'a vraiment pas convaincu, qui n'a pas convaincu beaucoup de monde, je pense. Même si c'est sûr que c'est jeune, c'est intéressant, mais on n'est pas sur Football Manager. L'effectif a des besoins, le coach a des besoins et ils ne pourront pas tout faire tout seul malheureusement. Il va falloir que le board se ressaisisse un petit peu. Et si on regarde au niveau du salaire, je suis allé voir un petit peu ce qui se faisait au niveau de la masse salariale de Tottenham, parce que j'avais pas du tout d'infos à ce sujet-là. On est sur 105 millions de livres hein, environ. J'ai comparé un petit peu par rapport à ce qui se faisait à Chelsea ou Arsenal. On est sur 170 millions de livres. Voilà, donc c'est qu'à un moment donné, il va falloir investir quelque part. 70 millions de livres de différence, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Surtout pour un championnat où il y a autant de moyens, je trouve que il va falloir mettre les bouchées doubles à un moment donné au niveau de l'investissement du board. Voilà, ça fait un peu coup de gueule, je trouve, ce que je viens de dire. On va enchaîner sur Postecoglou. Pas de flexibilité tactique, parce que simplement, là, vous voyez ce schéma-là, peut-être que certains s'en rappellent, c'est le schéma que j'avais utilisé fin mars, quand j'avais fait du coup mon thread sur la saison du renouveau pour Tottenham. Un schéma tactique que je peux réutiliser aujourd'hui. C'est cool quand un manager ne change pas de plan pendant les 6 derniers mois. Ça m'a aidé à préparer la vidéo, tant mieux. Ça m'a fait gagner du temps. Mais on voit toujours des latéraux surutilisés qui doivent être absolument partout. Des ailiers qui doivent aider un petit peu le numéro 10, le 9. Mais malheureusement, techniquement, c'est très très compliqué. Ça fait qu'il y a des pertes de balles. Derrière, le repli est très complexe. Avec des défenseurs centraux qui se retrouvent limite à 2 en fait. Donc ça devient complexe pour couvrir les espaces. Ça fait qu'il y a des pertes de balles inutiles, également sur les phases de relance. On sait que Postecoglou n'aime pas du tout les longs ballons, préfère les relances à une passe ras du sol à son défenseur, relancer proprement, lentement avec des schémas de passe très très précis. Malheureusement, on l'a vu avec le gros pressing de Newcastle ce week-end. Et sur le premier but notamment, même s'il y a ce petit cafouillage avec la main de Joe Linton, pardon, mais ça vient d'errance de la part enfin, de la part des joueurs sur la phase de relance. Et c'est une erreur qui ne doit pas arriver. Bergval qui se retrouve avec une cacahuète là, à gérer, on ne sait pas trop comment, et forcément poussé à la faute, qui perd la balle et derrière ça amène le premier but de Gordon. Du coup, voilà, une fois qu'on a dit tout ça, il y a pas mal de problèmes et c'est un schéma qui marche bien quand l'équipe en face est joueuse, mais quand on est sur des blocs un petit peu plus bas, comme on peut connaître parfois en première ligue, sur des équipes un peu plus rugueuses, ça devient vite compliqué d'animer ces équipes-là. Et je trouve aussi des équipes, j'en avais parlé quand je faisais la preview de première ligue, pas mal d'équipes qui jouent en 4-2-3-1 avec pas mal de déséquilibre. Et ça amène vite des problèmes quand on a des latéraux qui jouent aussi haut, un milieu également en perte de vitesse technique. Ça déséquilibre totalement l'équipe et ça pose les problèmes qu'on connaît. Et je ne vais pas plus continuer sur la tactique parce que j'ai déjà l'impression de me répéter et d'avoir déjà pas mal parlé sur les autres points de cette vidéo. Mais c'est vrai que on peut regretter le fait qu'il y ait ce gros plan A de Postecoglou et pas trop de plan B derrière. Ça me rappelle un petit peu les débuts de Ten Hag avec Manchester United. Je rappelle d'une vidéo de Willou qui en parlait, qui disait que le plan A d'United marchait bien, mais derrière, quand l'équipe adverse mettait le premier but, c'était catastrophe, l'équipe s'effondrait.
On n'est pas trop dans ce schéma-là, dans cette façon de s'effondrer côté Tottenham, mais c'est juste une équipe qui n'est pas capable parfois de rivaliser. On a vu face à Liverpool une équipe qui prend 6 buts, alors oui, qui est capable d'en mettre 3, mais qui prend 6 buts, c'est fou, c'est vraiment fou. Et il va vite falloir se ressaisir et ça passe par plusieurs choses. Parce que malgré tout, la tactique marche. On a vu au début de Postecoglou, les 10 premiers matchs étaient superbes, tout le monde s'était emballé. Ça reste une équipe qui, quand ça marche très très fort. On se rappelle du match face à City, là, il y a quelques semaines, capable de mettre 4-1 au quadruple champion en titre. Même si, bon, ce n'était pas le City qu'on connaît. Mais malgré tout, c'est un score assez marquant. Et donc oui, le schéma de Postecoglou reste un schéma qui est capable de marcher. Mais est-ce que sur le long terme, vraiment, on peut appliquer ce schéma match après match après match après match? Je pense pas. Il y aurait besoin peut-être pour la première ligue d'essayer d'adapter un petit peu plus et d'être un petit peu plus souple, même si je maintiens ma confiance au coach. Je pense que Tottenham doit s'inscrire dans le long terme. Ça peut être un coach idéal pour le long terme, mais il va falloir un tout petit peu se renouveler à ce niveau-là et essayer de développer un petit peu ses idées. Une fois qu'on a dit tout ça, on peut aborder les solutions, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à dire. Je vois que là, j'ai déblatéré pendant plus de 20 minutes. Pour moi, déjà, une première partie des solutions peuvent venir de l'équipe U21. C'est pas un reproche, mais on me l'avait signifié quand j'avais fait mon mercato idéal. C'était début juillet de mémoire sur Tottenham, qu'il y avait pas mal de petites pépites à aller chercher chez les U21. On voit Dorrington ici, l'équipe première a besoin de défenseurs centraux. Ça peut être assez intéressant d'aller les chercher. Voilà, on a Lankshire qui joue toujours avec la B malgré tout. D'ailleurs, je suis un peu curieux de savoir si vous pouvez m'éclairer sur sa situation. Il est avec les A et avec les B, enfin avec les U21, pardon. Il est ici aussi avec l'effectif A. Donc je veux bien savoir, si ça se trouve, peut-être qu'il s'entraîne avec les A et il joue encore quelques matchs avec la B. Donc si jamais vous pouvez m'éclairer, ça m'intéresse. En tout cas, voilà. Il y a quand même pas mal de petites pépites à voir comment Postecoglou pourra les intégrer. Mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à les ajouter dans cet effectif qui est à quelques postes plutôt vieillissants. Donc plutôt curieux de voir la suite et également de ceux qui sont déjà là, notamment Mike et Moore. Je me demande qu'être surpris là aussi, joueur qu'on m'a très très bien vendu sur l'aile gauche. Donc écoutez, peut-être que dans 5-6 ans, ce sera le duel au Ballon d'Or avec Lamine Yamal. Peut-être que d'ici 2028-2029, ce sera les débats qu'on aura, mais très curieux de le voir à 17 ans. Mais je pense que ça peut être vraiment une solution d'intégrer les jeunes du centre. Parce que même si, oui, il y a eu pas mal de recrues jeunes, voilà, on a par exemple un Ben Davis à 31 ans, on a Reguilon qui va s'en aller, j'espère, à 28 ans. Quelques postes par-ci par-là, un petit peu âgés. Son, pareil, 32 ans. Ça peut pas faire de mal de compter sur les jeunes. Ensuite, on a aussi un jeune qui va arriver, là aussi en défense centrale, Luka Vuskovic, qui a été pris dans un club où j'ai pas envie de d'écorcher le nom, donc ce sera Split, qui arrive à 18 ans pour 11 millions d'euros. Il me semble qu'il arrive l'été prochain. Donc là aussi, hein, ça a l'air d'être un sacré prospect, ce petit joueur. Donc en défense centrale, là aussi, donc, peut-être que Dorrington et Vuskovic, ce seront les doublures de Romero et Van de Ven l'année prochaine. Là aussi, ça peut être un beau pari sur l'avenir. Mais aussi, là, ce qui va être urgent pour moi, ça va être ce mercato hivernal où on a des besoins criants, on en a parlé. Il faut un latéral, peut-être pas deux latéraux directs, mais au moins un latéral gauche, un défenseur central. Et s'il peut y avoir peut-être un ailier déjà, si on peut déjà partir sur 3 joueurs, c'est pas mal. 4 joueurs, je trouve que c'est peut-être beaucoup pour un mercato hivernal, mais s'il peut y avoir en plus un milieu, si Richarlison ça se fait, ça serait fou. Mais il y a des besoins, il faut déjà réussir ce mercato pour bien passer l'hiver et essayer d'envisager quelque chose à partir dès février, parce que même en Europa League, le club est 9e pour l'instant de la phase de ligue. Il peut y avoir quelque chose à aller chercher au bout, donc peut-être dans l'ultra idéal, l'ultra utopie, une victoire en Europa League mènerait la Ligue des Champions l'an prochain. Si le club ne s'en sort plus trop en PL, ça peut être un pari à prendre. Mais écoutez, à voir ça, pour l'instant, c'était totale supposition. Le dernier point, du coup, la prolongation de ce monsieur qui s'est faite ce matin, Hugminson. J'en parlais du coup, Son qui, pour moi,
au vu de son niveau, devrait logiquement, au fur et à mesure, s'éloigner de cette place de titulaire indiscutable. Je l'espère, j'espère en tout cas qu'il y aura un petit peu de renouveau parce que c'est vrai que même malgré tous les beaux services qu'il aura rendus au club, ça devient de plus en plus compliqué. Et j'espère que le club aura la bonne idée d'aller chercher un gros ailier, ou peut-être qu'ils font totale confiance à Moore et que l'an prochain il nous régalera. Mais moi, ce que je comprends avec cette prolongation d'Hugminson, c'est que peut-être que le club cherche à rentabiliser une éventuelle vente cet été. Ça serait assez intelligent de leur part. Peut-être que ça ne veut pas partir gratuit. Je ne sais pas trop là, de toute façon, ça vient juste de se faire. Donc je suppose, et c'est vraiment mon avis ultra à chaud, ou alors peut-être que juste le club va aller au bout de son contrat jusqu'en 2026 et qu'il sera encore titulaire toute la saison prochaine et qu'on va râler encore une année de plus. Mais écoutez, ce sera à voir, mais pour moi, j'espère en tout cas que le club envisage peut-être une vente cet été et veut quand même encore se faire un petit peu d'argent dessus. Donc je comprends le move de le faire, je comprends aussi Daniel Levy dans sa gestion ces derniers temps, même ces dernières années. C'est un move totalement Léviesque, si on peut dire. C'est logique au vu de ce qu'il fait. Mais voilà, très curieux de voir la suite pour Tottenham, même s'il y a pas mal de problèmes. Mais un club que je trouve toujours autant intéressant à suivre parce qu'il y a du très bon dans cet effectif. C'est dommage de voir que le club patauge autant. Je pense qu'il y a moyen de faire de belles choses, mais il faut mettre les moyens à un moment donné et c'est juste pas possible de se contenter d'une 12e place en première ligue, de se contenter d'un sportif aussi catastrophique. Donc en premier lieu, bien évidemment, Monsieur Lévy, il faut se réveiller à un moment donné. Et ensuite Postecoglou et ensuite l'effectif. Donc voilà, ça fait pas mal de choses à dire. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, que j'aurai été assez complet. Je vois que là, je suis à peu près sur une demi-heure de vidéo. Il y avait pas mal de choses à dire. Ça me fait plaisir de refaire un petit peu d'analyse foot et surtout sur un club que j'apprécie pas mal là, depuis quelques temps. Enfin, je suis pas supporter de Tottenham, vous le savez, mais c'est vrai que j'en parle beaucoup et c'est un club qui m'intéresse, donc j'aime même parler de ce qui m'intéresse, c'est vrai. Et on va aussi parler de beaucoup d'autres clubs là sur cette fin de semaine. On devrait tourner normalement jeudi le bilan foot à mi-saison, donc on va faire un petit tour des 5 grands championnats, parler un petit peu aussi de ce qui se fait au Portugal, aux Pays-Bas pardon, et ailleurs. On sera du coup les 3CM foot pour vous parler de tout ça. Je pense que peut-être que si la vidéo dure un petit peu trop longtemps, on la sortira peut-être début de semaine prochaine. Et je pense qu'il va y avoir de quoi dire et je pense qu'on va être bien affûté encore une fois. Sur ce les amis, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.